Bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Vous voyez bien ma présentation? Oui. On va attendre quelques minutes. On tardera pas à démarrer parce que notre contenu est un peu dense, mais on va attendre quand même encore quelques minutes. Je profite, pour m'excuser si, vers la fin je dois m'absenter, j'ai un rendez-vous à midi, donc peut-être que je pourrai pas aller jusqu'au bout. C'est noté. Moi, j'en profite pour, tout particulièrement dire un bonjour à Agnès. Bonjour Lucien. Je viens de te reconnaître, effectivement. Je me joins à Lucien. Bonjour Agnès. Bonjour Régine. Bonjour. Bon, moi je dis bonjour à tous et chacun parce qu'il y a des gens là que je revois que je n'ai pas vu depuis longtemps. Bon, et d'autres que j'ai vus hier. Et notamment Aurore. Enfin, on te voit pas, t'as pas allumé ta caméra, mais Aurore, super de te voir là. On attend encore une minute. Il y a une vingtaine d'inscrits, donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. On attend une ou deux minutes, mais voilà, encore une fois, on va pas trop tarder ensuite parce que on va essayer de vraiment tenir notre timing et on a beaucoup d'infos à vous partager. Je vais en profiter pour également saluer particulièrement Éline Goujon, puisqu'aussi bien je me souviens que c'est à la fin à l'issue de l'assemblée générale de Marséa qu'on a échangé ensemble et que j'avais sollicité l'idée d'une réunion comme aujourd'hui et donc je tiens à la remercier pour les suites qu'elle a su donner à l'affaire. Bonjour, oui, merci à vous. C'est notre rôle, hein, d'être à l'écoute et de concrétiser, les échanges donc merci à vous pour l'organisation de ce temps aussi ce matin. Bon, on va démarrer. Alors, je vais démarrer par une très rapide introduction. Déjà représenter Marcia parce que la plupart d'entre vous, bien sûr, on se connaît, vous êtes des adhérents. Mais il y a quand même quelques personnes qui ne font pas partie du réseau. Donc Marseille Nord Développement, réseau des acteurs économiques du nord de Marseille. On est donc là pour répondre aux enjeux des entreprises du nord de Marseille, mais également aux enjeux de territoire. Donc à la fois, ça nous intéresse d'être au service des entreprises, mais les entreprises aussi du réseau s'impliquent aussi pour la transformation du territoire sur les sujets emploi, mobilité, environnement. Heu, Aujourd'hui, on organise ce webinaire parce que, ça nous est remonté, voilà, ça vient d'être dit, ça nous est remonté, que c'était un sujet qui était utile. Alors c'est pas la première fois qu'on le traite, hein, mais c'est utile de le retraiter régulièrement. Donc la réponse au marché public, mais plus spécifiquement sous l'angle, TPE-PME puisque, on sait que c'est, souvent un frein de pas oser répondre ou se dire qu'il y a des difficultés qui sont un peu trop difficiles à surmonter en tant que TPE-PME. Donc aujourd'hui, on va avoir Agnès Varcollier de LPME qui va un petit peu reprendre les bases puisque leur métier, c'est l'accompagnement sur la réponse au marché public. Ensuite, on aura un témoignage de Régine Weimar de Protectus, qui est une TPE qui a remporté des marchés publics, donc une TPE qui est en train de grandir. Et ensuite, le regard d'un acheteur avec Magali Pernin d'Euroméditerranée. J'ai d'ailleurs écrit Euromed, pardon, voilà, on l'utilise tellement à l'oral. Voilà, et Pas je laisse grave, tout de tout suite le monde connaît ce nom-là. je laisse tout de suite la parole à Agnès. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis ravie effectivement, d'être à nouveau sur le sujet des marchés publics pour Marcea. J'avais fait un petit déjeuner webinaire il y a quelques années maintenant sur le sujet. C'était en 2020, en pleine crise Covid. Alors, à l'époque, je crois qu'on était encore avec Cap au Nord Entreprendre, c'était pas encore Marcea. Mais déjà, la préoccupation était de se dire, pendant cette période un peu particulière, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire sur les marchés publics? Et donc, j'avais pu exposer déjà quelques éléments. Donc, je ne sais pas si ceux qui étaient là en 2020 sont là aujourd'hui ou pas, mais sinon, en tout cas, je vais essayer de vous décrypter tout ça, sachant que LPME, effectivement, on est une société de conseil spécialisée sur les marchés publics. Et notre raison d'être, c'est de donner du sens aux marchés publics pour contribuer à les rendre plus durables et plus faciles à comprendre, j'ai envie de dire, pour les petites entreprises notamment. Ça fait partie de nos objectifs. Et donc, je dis raison d'être parce qu'on est société à mission et qu'on est particulièrement attentif à tout ce qui est achat responsable, qui est un aspect très important dans les marchés publics. Voilà. Écoutez, moi, je suis basée à Marseille, donc c'est pour ça effectivement que je suis là aujourd'hui. Mon entreprise LPME intervient à d'autres endroits en France, mais voilà, je pense qu'on peut passer maintenant au contenu
de ce que je dois vous dire aujourd'hui sur les marchés publics. Alors, je commence par quelque chose, qui est vraiment la définition juridique. Donc, là, je sens que je vais perdre déjà des gens, qui se sont connectés, qui vont dire: «Aïe, aïe, aïe, au secours». Qu'est-ce qu'un marché public? C'est un contrat conclu à titre onéreux par un acheteur public avec un opérateur économique public ou privé, personne de droit moral privé ou public. Alors pourquoi je mets cette définition? C'est pour dire qu'un marché public, c'est quand même comme n'importe quel contrat, c'est un contrat et donc il faut qu'il y ait deux parties, un acheteur et un fournisseur et donc faut pas l'oublier parce que c'est un contrat commercial aussi et donc il faut garder certains réflexes dans la façon de faire son offre, même si on s'adresse à un acheteur public, c'est aussi un acheteur. Ce contrat, ce marché public, il est là pour répondre à différents besoins. Alors, on verra qu'il y a des règles qui s'imposent selon la nature de ces besoins, qu'ils soient des marchés de travaux, de fournitures ou de services. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est aussi pour vous dire que finalement, quelle que soit la nature de vos activités, eh bien, vous pouvez répondre à un marché public parce que l'ampleur de ces marchés est telle que, finalement, il est rare qu'on ait une activité qui ne peut pas répondre à un besoin d'un organisme public. Alors j'ai mis quelques exemples, mais on pourrait, en mettre beaucoup plus de marchés publics pour vous donner quelques idées. Non, juste 2 petites secondes avant, encore, pour revenir sur la page d'avant, il y avait les exemples donc, de travaux, de marchés de travaux. Donc typiquement, dans la région, bah, on peut avoir des travaux de réfection des quais pour la RTM, mais on peut aussi avoir des travaux, de la route. Là, ça on est plutôt, sur des choses gérées, par le département ou par la métropole. Il peut y avoir plein d'autres marchés de travaux divers et variés de tous les bâtiments publics, par exemple. On peut avoir des marchés qui sont plus donc des marchés de prestations intellectuelles, comme pour l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, qui est une entité publique qui, par exemple, peut faire des études prospectives sur l'emploi des cadres. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. On peut avoir des marchés de fourniture. Là, j'ai pris un exemple dans le domaine hospitalier. Régine nous parlera tout à l'heure de choses bien concrètes sur ce sujet-là. Mais voilà, vous faites des vêtements de travail, des oreillers, bah, vous pouvez répondre aux hôpitaux. Vous êtes assureur, et ben vous pouvez répondre aussi à des marchés d'assurance. Alors on a mis là le groupe Action Logement pour dire que bah, parmi les entités publiques, on a aussi tout ce qui est bailleur social. Et donc voilà, ils peuvent avoir besoin évidemment aussi de marchés de travaux, mais de marchés de services, comme par exemple les assurances. On peut passer effectivement à la page suivante qui vous expose un peu tous les types d'organismes publics qui vont passer des consultations. Et donc, on a souvent en tête les collectivités territoriales. Alors, ici, on pense à la ville de Marseille, on pense au département, à la métropole. J'ai cité aussi la PHM, les hôpitaux. Mais en fait, comme on dit, il y a la face immergée de l'iceberg, celle auquel on ne pense pas forcément, mais qui est bien présente parce que, au-delà des collectivités territoriales qui sont une grosse part, de ces marchés publics, on a tout un tas d'autres organes publics qui sont soit liés à l'État, soit, liés à d'autres entités et donc on va avoir des EPIC, des établissements publics à caractère industriel et commercial et si je me trompe pas, mais, notre interlocutrice d'Euroméditerranée, le dira sans doute tout à l'heure, je crois que justement, ça fait partie de ces établissements-là, Euroméditerranée. On peut avoir aussi, donc je l'ai dit juste avant, des bailleurs sociaux, les OPHLM, les OPAC. Et puis, on peut avoir tout un tas d'autres entités qui ont des statuts particuliers, mais qui relèvent aussi du code de la commande publique, comme la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations, tout un tas de sociétés publiques locales. Et enfin, d'autres entités qu'on appelle les entités adjudicatrices, qui sont spécialisées sur tout ce qu'on appelle les réseaux. Et donc là, on a tout ce qui est société de transport. J'ai évoqué la RTM juste avant. On est dans des entités adjudicatrices. À Marseille, on a une grande entité adjudicatrice qui est connue. C'est le Grand Port Maritime de Marseille qui bah, du coup, est dans le secteur du réseau maritime, voilà, mais voilà, et qui est une entité. Et donc, au final, si on compte toutes ces entités publiques, on est à plus de 100 000 clients potentiels. Donc là, je pense que on ne peut pas, quand on est chef d'entreprise, se dire: «Ah non, je ne travaille pas avec le secteur public», parce que ça fait quand même tout un pan de l'économie
se priverait de regarder. Alors, on peut passer à la phase, voilà, qui justement vous donne encore quelques éléments un peu plus détaillés des enjeux des marchés publics. Pourquoi effectivement Marcea propose ce webinaire et pourquoi, voilà, je suis venue en 2020 pour en parler, j'en reparle en 2025, c'est que les enjeux sont quand même faramineux. Alors, le chiffre du montant de commandes passées annuelles est un petit peu variable parce que les données qui sont remontées ne sont pas toutes les mêmes, mais donc en tout cas, on est dans plus d'une centaine de milliards d'euros quand même dépensés annuellement, entre 150 et 180 milliards, ce qui représente 8 à 10% du PIB. Donc encore une fois, je pense que ces chiffres sont suffisamment parlants pour qu'on se rende compte qu'on parle d'un secteur économique très important. Ça représente presque 200 000 euros, 200 000 marchés par an. De 200 000 marchés, c'est pareil. Chacun peut peut-être trouver sa place dans ces 200 000 marchés, surtout que ils sont répartis partout sur le territoire. Alors, on va voir particulièrement ce qui peut se faire en région marseillaise, mais si votre entreprise a une capacité à se développer aussi au-delà de notre région, eh bien, ces marchés, en fait, on les trouve partout sur le territoire national. L'autre élément important pour, qui fait que je suis convaincue de l'intérêt d'aller sur ce secteur-là, c'est qu'on est sur des besoins qui sont très divers. Je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais aussi des besoins qui sont pérennes. Et ça, je pense que quand on crée son entreprise ou qu'on veut la développer, c'est important de se dire qu'on n'est pas sur quelque chose où on va avoir un client une fois et puis c'est terminé. On est sur des besoins pérennes parce que, bah, dans l'absolu, ces entités publiques le sont elles aussi, et leurs besoins de fonctionnement bah, sont pérennes. Encore une fois, je connais un peu le sujet de la RTM. Vous savez, ça a d'ailleurs fait un petit peu parler dans les journaux. Ils ont eu des problèmes de nettoyage au sein du réseau. Eh bien, ces marchés de nettoyage, si vous remportez un marché de nettoyage à la RTM, vous êtes sûr que l'année suivante, il y aura toujours besoin de nettoyer et les années ultérieures également. On est sur des besoins qui resteront nécessaires au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est assez convaincant, je pense, pour s'intéresser au sujet. Le point suivant, je vais aussi m'y arrêter un instant, c'est la solvabilité. Souvent, quand je parle non, ça, on est toujours sur ouais, merci. Quand je parle des marchés publics à des entreprises, j'ai souvent des remarques sur le fait que les entités publiques ne seraient pas des gens qui payent rapidement. Il y a une réalité, je ne vais pas brosser non plus un tableau rose de toute cette situation. Il y a une réalité sur le fait qu'il est parfois un petit peu long d'obtenir son paiement parce que entre les personnes qui réceptionnent une prestation et les personnes qui la payent, donc les services comptables et les services opérationnels, on a des gens différents et c'est aussi des principes forts dans la comptabilité publique qu'on ait justement des personnes différentes qui fassent les différentes actions pour assurer le contrôle de ce qui est payé. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça c'est pas faux, mais ce qui est sûr, c'est que votre client, il sera toujours solvable, ce qui n'est, à mon sens, pas toujours le cas dans le domaine privé, où bah, vous pouvez faire des prestations et puis l'entreprise à qui vous avez fait ces prestations, soit vous paye pas parce que juste elle n'a pas envie de vous payer et qu'il faut entamer une procédure judiciaire pour se faire payer, soit elle met la clé sous la porte et donc bah, vous serez jamais payé. Il y en a quand même pas mal de cas dans ce sens. Avec une entité publique, vous êtes sûr d'être payé parce qu'avant que l'entité mette la clé sous la porte, il y a quand même encore du chemin à parcourir. Donc ça, c'est aussi important de se dire que dans son chiffre d'affaires, si on a un chiffre d'affaires qui est un peu partagé entre le secteur privé et le secteur public, c'est sans doute une force pour que votre trésorerie se porte pas trop mal parce que vous aurez quand même aussi des paiements assurés de manière un peu plus certaine peut-être d'un côté que de l'autre. Voilà. Et le dernier point qui est intéressant, c'est que ces marchés publics, eh bien, ils sont facilement accessibles et ça, on va en parler un petit peu plus dans les slides qui suivent. Alors, comment accéder au marché public? Parce qu'une fois qu'on dit ça, voilà,
C'est bien beau, ça vous intéresse peut-être maintenant que je vous ai donné tous les avantages, mais comment faire? Alors, quand on n'a jamais, postulé à un marché public, il est sûr qu'il faut se poser quelques questions et qu'il va falloir mettre quand même un petit peu d'énergie au départ et je pense que, voilà, Régine va vous confirmer le la chose. Mais cette énergie, elle est payante quand même. Alors, il faut se poser quelques questions parce qu'on ne peut pas non plus rentrer comme ça, du jour au lendemain sans avoir, réfléchi à la stratégie qu'on veut mettre en œuvre et sans savoir, où est-ce qu'on va justement, commencer, à prospecter le sujet. Donc la première chose et c'est un peu l'idée des informations que je vous donne aujourd'hui, c'est de comprendre comment fonctionnent ces marchés et leurs particularités. Quand vous aurez compris les quelques points que je vais vous donner juste après, vous aurez déjà, le manuel, du premier entrant sur un marché public. Ensuite, il faut savoir où trouver les informations et ça, je l'ai déjà dit un petit peu avant, vous verrez que ça, c'est quand même ce qui est intéressant sur les marchés publics, c'est que ce sont des informations justement publiques et donc vous pouvez les trouver assez facilement. Mais ça suppose aussi de savoir répondre à ce qui va être demandé et donc de s'approprier toutes les démarches administratives. Et là, je sais que je touche un point, qui est, souvent, problématique parce qu'effectivement, il y a une partie, administrative absolument indispensable pour, être «qualifié» entre guillemets sur ces marchés publics et cette partie-là, elle est souvent un peu déshumanisée parce qu'on n'est pas face à l'acheteur à qui on peut poser des questions parce que cette phase de publicité et puis de remise d'offres, tout est fait de façon dématérialisée et donc on n'a pas un contact avec l'acheteur où on peut lui poser des questions, on peut échanger. Donc cette phase-là, il va falloir la comprendre et se l'approprier et faire, ces démarches administratives une fois et après ça ira mieux, mais la première fois, c'est vrai qu'il y a un petit peu de temps à voilà et alors les 3 derniers points, je dirais que, ça c'est presque commun à n'importe quelle, démarche commerciale. Faut comprendre les attentes de l'acheteur et savoir comment y répondre. Alors le savoir comment y répondre, c'est là où il y a quelques petits, trucs à savoir sur les marchés publics parce que, il faut savoir répondre, précisément aux critères de sélection, à quelques points qu'il faut savoir repérer dans les documents de la consultation. En revanche, les 2 autres points sont vraiment à mon sens, communs à une démarche commerciale pour le privé, mais il ne faut pas les oublier non plus dans le public, c'est-à-dire de savoir mettre en avant, la valeur ajoutée de son offre. Ça, c'est pas parce qu'on est sur un marché public qu'il faut pas faire un peu de marketing, si je le dis autrement, mais il faut savoir, dire pourquoi, on est meilleur que les autres et puis, une fois qu'on a un marché, il faut aussi, le faire vivre cette relation pour qu'on puisse, avoir, une s enfin des attestations, des références qui sont valables pour des marchés suivants et ça va permettre de continuer à améliorer, son succès, j'ai envie de dire, auprès des acheteurs publics. Alors, la lourdeur administrative, j'ai dit que je reviendrai un petit peu dessus parce que c'est souvent j'ai dit qu'il y avait le frein du paiement, mais le premier frein, c'est quand même souvent, surtout quand on est une TPE, de se dire: «Oh là là, non mais moi je ne vais pas réussir à remplir tous ces documents administratifs». Alors oui, il y a des documents à remplir, ils sont quand même les acheteurs publics essayent de plus en plus quand même de les simplifier. Maintenant, quand on n'a jamais touché au sujet, ça peut quand même continuer à être un petit peu obscur. Ce qu'il faut comprendre, au-delà de cette lourdeur administrative, c'est qu'il y a un cadre réglementaire qui est très fort dans les marchés publics, tout simplement parce que on travaille avec de l'argent public, donc avec, nos impôts aux uns et aux autres, hein, pour parler simplement et que du coup, il y a des obligations à remplir pour assurer que cet argent public soit bien utilisé. Ces obligations, elles se résument en 3 principes. Alors c'est pas liberté, égalité, fraternité, il y a pas trop de fraternité malgré tout dans les marchés. Encore une fois, ça reste, un contrat, donc il y a la liberté d'accès, l'égalité de traitement et puis le dernier principe, donc c'est la transparence qui remplace la fraternité, mais qui garantit, aussi, des choses importantes. Alors pour que vous compreniez ces 3 principes et une fois que vous avez compris ça, j'ai envie de dire, si vous avez compris le fondement de ces 3 principes, après tout le reste, c'est presque du bon sens dans la façon de procéder. Il y a évidemment des petites, du vocabulaire, des petites
particularités, mais ça, c'est vraiment quand même le fondement même des marchés publics. Donc le premier principe, la liberté d'accès, il est très important pour vous notamment, puisqu'il fonde le fait que tout besoin sur un marché public doit faire l'objet d'une publicité ou d'une mise en concurrence pour permettre à toute entreprise d'accéder librement à ces marchés publics. Donc, à la différence du privé, on n'est pas dans un monde où il y a du référencement. On n'est pas dans un monde où si vous n'avez pas fait du porte-à-porte auprès de la mairie de Marseille, si vous ne les avez jamais rencontrés, ça ne vous empêche pas de répondre à un marché de la ville de Marseille, puisque la publicité va vous permettre d'avoir connaissance de ce marché et donc d'y répondre et vous n'aurez pas de points en moins parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, et on verra qu'après, il y a des petites particularités. J'espère que je ne vais pas vous compliquer trop la tâche avec quelques seuils financiers à connaître. Je reviendrai donc sur les modalités de publicité juste après. Le deuxième principe, l'égalité de traitement. Ça veut dire que toutes les entreprises qui se présentent à un marché public doivent être jugées sans discrimination. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les besoins ont été spécifiés sans la volonté d'exclure quelqu'un. En d'autres termes, on ne peut pas avoir un cahier des charges qui dit je veux telle fourniture de telle marque parce que du coup, forcément, si vous ne faites pas cette marque-là, vous n'allez pas pouvoir répondre. Donc ça, c'est interdit dans les marchés publics. On va dire je veux un, un stylo qui écrit bleu, mais on ne dira pas je veux un stylo qui écrit bleu de marque Bic. Et tous ceux qui fabriquent des stylos pourront répondre. L'autre principe, c'est que toutes les offres qui seront déposées, remises, vont être analysées. Il n'y aura pas ah bah celui-là, sa tête me revient pas, ou encore une fois, je ne l'ai jamais rencontré, donc je le mets de côté. Non, votre offre sera analysée au même titre que les autres. Et tout le monde aura le même niveau d'information pour répondre à cet appel d'offres dans ce qui s'appelle le dossier de consultation des entreprises, qui est le document qui est les documents qui sont transmis dans ce dossier. Il y a plusieurs documents pour répondre à l'appel d'offres. Donc ça, c'est le deuxième grand principe. Et puis le troisième, c'est la transparence. Et ça, c'est pas le moins important, puisque c'est ce qui oblige les entités publiques à donner toutes les informations relatives à la procédure de consultation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, elles informent dès le lancement de la consultation sur les critères sur lesquels les entreprises vont être jugées. Et donc ça, toutes les entreprises savent qu'elles seront jugées sur le prix à 50%, les moyens humains qu'elles mettront en place à 20%, etc. Donc vous savez, par ces critères qui sont donnés dès le départ de la consultation, sur quel point vous allez être jugé et donc sur quoi vous devez mettre en avant votre valeur ajoutée, mettre en avant ce que vous allez proposer. Deuxième point important dans cette notion de transparence, c'est que si vous ne gagnez pas le marché, l'entité publique se doit de vous informer des raisons pour lesquelles votre offre a été rejetée. Et elle se doit également de publier ce qui s'appelle les données essentielles, donc le nom de l'entreprise à qui le marché a été confié et son montant. Ça, ces données-là, elles sont très importantes parce que si vous postulez pour la première fois à un marché public, peut-être que vous le gagnerez, mais peut-être que vous le gagnerez pas parce que c'est justement la première fois, parce que vous n'avez peut-être pas encore toutes les astuces pour bien répondre. Mais ce que vous aurez, c'est un retour sur votre offre, un retour qui vous permettra de savoir où vous vous situez par rapport à vos concurrents, qu'est-ce qui a pêché dans votre offre, est-ce que c'était le prix, est-ce que c'était une mémoire technique, et ça va vous permettre de vous améliorer. Et j'ai même alors des entreprises que j'ai accompagnées pour répondre à des marchés publics qui m'ont dit après qu'on ait fait des réponses sur les marchés publics qu'en fait ça leur avait aussi permis de s'améliorer sur leur marché privé, parce que finalement cette boucle d'amélioration et cette transparence qu'il y a dans les marchés publics, elle est assez vertueuse pour vous améliorer au continu. Ouais, on peut passer au deuxième point, parce que ça, c'était le premier. Alors, j'espère que j'ai pas endormi tout le monde avec ces histoires administratives. Alors, le deuxième frein que moi, j'entends souvent, peut-être que vous en aurez d'autres, d'ailleurs, et là, je parle beaucoup, mais on laissera une petite place à l'échange quand même. Deuxième frein, c'est, de toute manière, tout ça, c'est bien beau, mais en fait, les dés sont pipés, on sait déjà qui aura le marché. Alors ça, je l'ai déjà entendu plus d'une fois.
D'autant que dans la région, il y a eu quelques cas qui ont fait la une des journaux, effectivement, de corruption. Mais quand on a préparé le webinaire avec Solène, elle m'a donné le contre-argument à ça, que je trouve très juste. Dire que les marchés publics sont corrompus, c'est comme dire que les quartiers nord sont infréquentables. À savoir que oui, la caricature veut que si on va dans les quartiers nord, on va prendre une balle perdue. La caricature veut que sur les marchés publics, on n'a pas que des gens qui savent, enfin, qui sont absolument honnêtes, comme dans n'importe quel autre domaine, à mon sens. Ce qui est sûr, c'est que sur les marchés publics, tous ces problèmes de délit de favoritisme, de prise illégale d'intérêt, de trafic d'influence, de corruption de façon générale, sont quand même durement punis par la loi. Et ce qu'a fait la une des journaux montre qu'il y a un contrôle qui est fait par la Cour des comptes, par différents organes qui font que vous avez peu de chances quand même d'avoir ce type de problème si vous répondez à un marché public. En revanche, les problèmes que vous risquez d'avoir, c'est de comprendre pourquoi parfois il y a des marchés quand même sans publicité ni mise en concurrence, pourquoi parfois on vous parle de procédures adaptées, pourquoi parfois on vous parle de procédures formalisées avec des appels d'offres, etc. Bon, je vais aller très vite sur le slide suivant qui vous explique ça. Juste, vous allez voir, il y a plein de... Alors, je ne sais pas si c'est assez gros d'ailleurs. De toute façon, on enverra à tout le monde le support, hein, Bon, comme bah ça, super, voilà. En fait, ce que ça dit là, bon, je rentre vraiment dans la technique des marchés publics et donc je vais aller très vite parce que si vous avez des questions, je vous dirai après. Mais en fait, selon certains seuils financiers, les procédures appliquées sont pas les mêmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que jusqu'à 100 000 € en marché de travaux, il est possible de ne pas faire de publicité. Alors, ça va un peu à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il y aura quand même sans doute une mise en concurrence. Et sur les marchés qui ne sont pas de travaux, mais de fournitures et services, c'est jusqu'à 40 000 €. Et après, il y a des différences sur les seuils. Est-ce qu'on publie juste dans un journal d'annonces locales, donc dans la Provence ou au bulletin officiel des marchés publics ou sur des sites Internet, ou est-ce qu'on doit publier, il y a des obligations à partir de certains seuils, de publier à ce qui s'appelle le journal officiel de l'Union européenne. Voilà, je vous prends pas la tête, j'ai envie de dire, avec tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon les seuils, les procédures peuvent être différentes. Donc, c'est pas qu'il y a de la mauvaise utilisation des deniers publics. Au contraire, c'est bien prévu comme ça. Mais effectivement, peut-être que selon les montants financiers en jeu, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes règles applicables. On va aller tout de suite au slide suivant qui, lui, vous dit comment aller accéder et où aller voir. Alors, il y a plein de plateformes sur Internet. Il y a la possibilité de faire des veilles sur différentes plateformes. Moi, celle dont je veux vous parler, c'est quand même, je pense, celle qui peut vous intéresser en premier. C'est celle qui a été mise en place au niveau de la région PACA et qui, alors, permet d'avoir quand même un grand nombre d'appels d'offres, puisque donc sur ce site, vous avez l'adresse internet hein, là, sur laquelle vous pourrez aller, marché public ma région sud. Donc là, j'ai fait la copie d'écran il y a quelques jours. Donc vous voyez, il y a plus de 2000 acheteurs qui sont présents sur les différents départements de notre région. Et je crois qu'il y avait un peu plus de 1000 consultation en ligne il y a quelques jours. Déjà, avec ça, vous avez quand même un certain nombre de consultations accessibles, sachant que vous pouvez faire pas mal de choses sur cette plateforme pour mettre en place une veille pour que les appels d'offres qui vous concernent selon votre activité, vous pouvez mettre en mots-clés votre activité, vous pouvez mettre des restrictions sur les secteurs géographiques où vous voulez aller, et donc, ça vous permet d'avoir déjà une bonne vision des appels d'offres qui sont publiés et auxquels vous pouvez répondre, moyennant, et on va aller sur le dernier slide, le fait d'avoir quand même une stratégie de réponse qui soit réfléchie, parce que si vous décidez de répondre au premier appel d'offres que vous voyez parce qu'il est dans votre secteur d'activité, mais qu'en fait, il s'agit d'un marché qui est sur 5 ans et qui représente 10 millions d'euros, et que vous êtes une petite TPE qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires, je pense que vous ne serez pas retenu parce qu'il y a quand même des critères de capacité qui sont nécessaires. Donc, il faut réfléchir aussi, une fois qu'on a détecté des sujets qui vous intéressent, à la stratégie de réponse et pour vérifier l'intérêt ou non de répondre. Alors, cette stratégie de réponse, quand vous êtes une TPE ou une PME, elle peut aussi ne pas être de ne pas répondre seule. Et notamment, ce que vous pouvez faire pour répondre à ces marchés publics, c'est de répondre
qu'on appelle une co-traitance, c'est-à-dire que vous vous associez à une autre entité qui peut-être sera complémentaire, soit sur la surface financière, soit sur les moyens, soit aussi complémentaire en termes de compétences. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir répondre ensemble et ne pas être éjecté sur le critère de capacité parce que justement, vous n'aviez pas la surface financière ou je ne sais quelle autre problématique auquel vous ne pouviez pas répondre. L'autre alternative, qui est très différente. Quand vous êtes en co-traitance, vous répondez en direct au maître d'ouvrage public, à l'entité publique, avec une autre entreprise. L'autre alternative, c'est de répondre en sous-traitance. Là, vous n'êtes plus en direct, vous êtes un peu plus caché puisqu'en fait, vous allez avoir une entreprise qui répond à l'entité publique, mais elle répond en disant qu'elle vous utilisera pour réaliser certaines prestations, mais vous n'aurez pas de lien contractuel avec l'entité publique. Vous aurez un lien contractuel uniquement avec l'entreprise qui répond en direct au marché public. Mais ça peut être une alternative intéressante pour commencer à avoir une expérience sur ces marchés-là que vous pourrez ensuite valoriser peut-être en répondant d'une autre façon après. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, pour répondre au marché public, et là, ça va faire le lien direct avec Protectas et Régine, c'est qu'il faut absolument que vous ayez une démarche RSE qui tienne la route et que vous intéressiez au développement durable. Aujourd'hui, c'est pas encore obligatoire, mais on voit quand même l'intérêt des entités publiques pour ces aspects-là. Dans 6 mois, ça le sera, enfin quasiment, l'année prochaine, en août 2026, la loi oblige toutes les entités publiques à prendre en compte au moins prendre en compte dans au moins un critère d'attribution des marchés les caractéristiques environnementales. Donc ça veut dire que même si ce critère peut être plus ou moins pondéré et plus ou moins fort dans la consultation, si vous ne faites rien au niveau environnemental, vous risquez de ne pas gagner les marchés. Donc ça, c'est aussi un point à avoir en tête. Important si c'est un secteur dans lequel vous souhaitez investir. Et puis, il faut savoir que si vous êtes justement dans ces secteurs-là, dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire, dans les secteurs de l'insertion, de tout ce qui est travail protégé, adapté, eh bien, les entités publiques veulent valoriser ces démarches-là et peuvent aussi réserver, c'est le terme qui est employé par le Code de la commande publique, certains marchés aux entités qui ont ces qualifications-là. Et donc là, vous êtes directement concerné et vous avez, encore une fois, une pan de l'activité économique qui vous est totalement réservé. Donc, ça vaut le coup d'y aller. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je crains d'avoir dépassé mon temps. Merci beaucoup Agnès. Alors ce que je vous propose, c'est de garder toutes vos questions pour un temps à la fin et de tout de suite passer au témoignage de Régine Weimar de Protectus. Régine, ton micro est coupé par... Déjà, je me suis déjà lancée. Merci beaucoup de m'avoir et pour témoigner pour notre société à mission Protectas. Quand j'entends parler Agnès, j'ai plein de choses à vous raconter, mais je vais rester très concis pour vous dire qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait. Donc Protectas, une entreprise à mission, 5 ans cette année, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Quand j'ai fondé la société, on avait pour ambition de remplacer les produits jetables en bloc opératoire par du textile technique fabriqué en France, réutilisable, lavable et recyclable. Moi-même, je suis issue du textile. J'étais directeur général dans plusieurs grandes entreprises en France et en Allemagne. Et je me suis dit, il y a après l'expérience Covid où on n'avait pas ce qu'il fallait pour protéger nos soignants et nos patients et qu'on avait clairement démontré qu'on n'avait pas de résilience à ce sujet-là, je me suis dit, il faut on peut apporter une innovation, mais bien plus qu'une innovation textile, et ça rime avec ce que Agnès vient de dire sur la coopération avec d'autres entreprises. Protecta, c'est bien plus que ça, plus que l'innovation textile. On incarne une alliance
entre, santé, l'industrie textile française et d'autres industriels, et la recherche auprès du CNRS pour une transition écologique concrète, solidaire et résiliente. Donc on s'engage, de proposer des alternatives performantes, durables et 100 made in France, aux équipements jetables et réutilisables importés et non normés du secteur, de la santé. Aujourd'hui, pourquoi, moi on m'a demandé de faire trois conseils, au sujet de notre approche, marché public. Donc, pour moi, le premier point, c'est clairement de connaître son marché, mais aussi de connaître ses donneurs d'ordre, et les appels d'offres auxquels on peut répondre. Pour Protectas, par exemple, nous, on a une solution innovante, qui était même pas encore dans les appels d'offres. Donc, on est une société qui veut servir la santé. 50 de notre marché sont les hôpitaux publics, donc il faut bien qu'on s'intéresse à ce qu'on peut leur apporter et à ce qu'ils cherchent. Donc, pour moi, le premier point, c'est de vraiment bien connaître, son marché et son offre surtout. Il faut être lucide aussi, ce que disait Agnès aussi, sur ce qu'on peut réellement assurer. Est-ce qu'on a l'organisation pour, faire la production? Est-ce qu'on a la logistique, les délais? Est-ce qu'on peut suivre? Heu Même si Agnès ait dit: «C'est pas, ça paye à un moment donné», oui, mais il faut quand même, valider que sa trésorerie, tient bien le coup si ça paye un peu plus tard. Je pense que ça, c'est en bon chef d'entreprise, ça, c'est une chose importante. Il faut se dire, on veut pas fragiliser, notre entreprise, avec des marchés trop lourds à gérer, mais on veut s'appuyer sur ses forces pour grandir de manière, maîtrisée. Donc, il faut poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'implique à mon organisation? Suis-je capable de répondre? Est-ce que j'ai la structure, les process, et cetera? Donc, heu, pour moi, il était clair que et en ayant beaucoup, échangé avec Agnès qui nous a accompagnés sur le process, ce n'est pas uniquement un canal commercial, c'est aussi un cadre exigeant, et ça nous a poussés à être beaucoup plus rigoureux, plus lisibles, plus solides. On s'est beaucoup plus structuré pendant cette phase aussi, d'appel d'offres au marché, pour le textile réutilisable en bloc opératoire, solution innovante pour les hôpitaux, publics en France. Et comme le 2e point, pour moi, l'accompagnement, c'est aussi une énorme chance d'apprendre. D'apprendre les codes, on peut le faire tout seul, bien sûr, on peut tout faire tout seul. Moi, avant, je répondais à 9, appels d'offres, tout seul, ben, je les ai pas remportés et après, en regardant cela, ensemble, moi, j'ai su pourquoi. Donc, j'ai aussi, une grande affinité, à avoir de la sécurité juridique. Je sais ce que ça peut porter si on a des problèmes, juridiques dans une entreprise. C'est juste que ça vous pouvez plus, développer votre entreprise tellement c'est lourd. Donc pour moi, c'est la sécurité aussi, d'être avec des spécialistes et c'est comme ça, en général qu'on travaille dans l'écosystème de Protectas. Quand on a besoin d'aller chercher de la compétence, de la sous-traitance, de la fabrication, on se tourne vers des spécialistes et on s'appuie sur les forces, de ces personnes. Le dernier point, moi je dirais, il y a certes, presque 200 000, qu'est-ce que tu disais Agnès? 200 000, appels d'offres à l'année. On est très clair, il faut faire le tri et il faut vraiment être sûr, sur quoi on veut aller.
Moi, je me suis fatiguée au début de vouloir répondre à ça, à ça, à ça, à ça. J'ai très vite compris que c'était pas possible et nous, aujourd'hui, comme on est une entreprise, de l'économie sociale et solidaire et que notre mission, c'est de réduire l'impact environnemental des produits utilisés dans le bloc opératoire, ben, on va aller, dans ce créneau-là et on va privilégier les appels d'offres, qui soutiennent la durabilité, la circularité et le made in France et avec, Protectas, nous avons, donc remporté 2 marchés. On avait bien compris quand on a, fait les premières appels d'offres qu'on n'était pas assez grand, qu'on n'était pas assez solide, que jamais un hôpital allait nous faire confiance. Donc on s'est solidifié avec, des partenaires et quand on va proposer notre offre, ben, on va y aller avec des fabricants, de l'insertion ou de fabrication française. On a aussi un partenaire pour la blanchisserie. On s'entoure de mastodons et j'aime bien ce concept parce que, ça nous en tant que, chef d'entreprise, ça nous laisse dormir aussi parce on a des personnes fortes, autour de nous, et ensemble, on va chercher, des marchés qui font du sens, pour la France et pour la planète. Merci, Régine pour ce témoignage. Donc oui, je sais pas si c'était bien clair, mais au final, vous aviez des marchés qui correspondaient pas, mais à force de rencontrer des acheteurs, il y a des marchés qui ont évolué par cet échange-là et C'est je ça. pense que ça ouais, Mmh. je pense que Magali va en reparler aussi de l'intérêt de se rencontrer Ouais. entre acheteurs et potentiels, C'est ça. candidats. Mmh. On n'a pas le droit de le faire pendant que le marché est en cours, mais on a tout le droit du monde de le faire avant. Magali, elle va dire, c'est le rôle de l'acheteur de connaître le marché, et de savoir qu'est-ce qui existe, d'aller rencontrer les nouveaux acteurs sur le marché, et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, bon après ça prend son temps et tout n'est pas, comme ça, mais c'est important. C'est pour ça que je dis: premier point, connaître son marché, connaître son offre, savoir si ce qu'on a, répond à quelque chose qui est cherché dans le marché. Si c'est pas le cas, faire évoluer cette demande. Merci Régine, je propose qu'on écoute maintenant Magali et que ceux qui ont des questions éventuellement gardent pour la fin puisqu'au niveau du temps, on va être, voilà un peu serré. On est short. Bonjour à tous. Effectivement, on est censé se quitter à midi, donc je vais essayer de minimiser le plus possible mon propos pour laisser le plus de place possible à l'échange. Donc moi, je suis Magali, je suis de la commande publique à Euroméditerranée. Euroméditerranée, j'espère que tout le monde connaît, donc c'est un grand établissement public qui est effectivement un établissement public industriel et commercial, ce qui ne change pas grand-chose dans la passation de... C'est plutôt sur du statut de travail des personnes qui bossent chez nous. Nous, c'est qu'effectivement, un gros acteur du marché de travaux sur le territoire de Marseille lance. Effectivement, notre programmation, elle est surtout axée sur le lancement de gros marchés de travaux d'infrastructure, donc les fameux marchés de route, donc de démolition des groupes scolaires. On l'a dit tout à l'heure, dématérialisé et qui, qui empêche voilà, cette rencontre entre les entreprises et les acheteurs publics. Donc on essaye malgré tout de rendre nos marchés accessibles possibles. On a l'outil le plus possible pour essayer de faire en sorte corps d'État pour permettre aux petites et aux moyennes entreprises de pouvoir y répondre sans avoir l'obligation, sans être voilà, forcé à faire de gros groupements pour mutualiser des process. On a mis aussi en place toute une stratégie qui consiste à rendre un petit peu plus simple la compréhension des marchés publics. On sait que c'est on l'a vu tout à l'heure, qui est assez juridico-juridique. Donc on a amorcé un travail de simplification de nos pièces de la consultation.
dans la façon dont elles sont formulées. Donc, vous allez télécharger lorsque vous voulez répondre à un marché public une pièce qui est un peu une pièce structurante qui s'appelle le règlement de la consultation, qui donne un peu les règles du jeu de vous devez fournir, quels sont les critères sur lesquels vous allez, être jugé. Et cette pièce, on a essayé de la rendre un petit peu plus visible, plus simple, plus claire, voilà, moins juridique, plus, designée pour qu'elle soit accessible, au commun des mortels. On va aussi engager cette démarche sur l'ensemble de nos pièces, de marché pour que ce soit des pièces qui soient plus simples, à la compréhension et à l'exécution du marché. Donc je vous le disais, on a beaucoup de marchés de travaux, beaucoup de gros marchés, mais malgré tout, on est un petit établissement, donc on a, des marchés, je dirais fonctionnels qui servent à faire fonctionner notre établissement et qui sont des marchés beaucoup plus petits puisqu'on est, 70 collaborateurs, donc on a des besoins qui sont beaucoup moins gros sur ce type de marché de services et de fournitures qui peuvent servir à faire fonctionner nos locaux. Et sur ces marchés-là, effectivement, on est en dessous des seuils de mise en concurrence, donc on abuse, allègrement de cette facilité qui nous permet de passer des marchés, plus facilement, plus simplement, sans mettre en concurrence. Alors c'est pas, dans une volonté, de faire des marchés vers des entreprises qu'on connaît et qu'on voudrait voir, hein. On est ouvert, à la concurrence. Donc il y a effectivement sur ce type de marché, une vraie, possibilité de faire œuvre de référencement de porte à porte comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, sur notre programmation, l'année, on a un certain nombre de petits marchés, qui vont être relancés. Je vous l'ai dit en vrac, j'ai aucune idée de si ça correspond à vos cœurs de métier. Tout ce qui est, contrat de collecte des déchets collectifs, vous savez, les déchets sélectifs, les poubelles sélectives qu'on met en place dans nos locaux. C'est un marché qui est inférieur à 40 000 € et qu'on passe en gré à gré. Des marchés relatifs à la maintenance, de divers matériels, notamment, par exemple, les rideaux motorisés, heu, l'entretien et la livraison et la location des plantes intérieures, la location et l'entretien des fontaines à eau de notre établissement, la livraison et la fourniture de café. Voilà, donc on est vraiment sur des petits besoins comme ça, heu, à l'écoute des entreprises, notamment des entreprises innovantes ou qui peuvent proposer des choses qui sont plus axées sur le développement durable et l'insertion de publics en difficulté et qui peuvent nous permettre du coup, de vous faire entrer dans notre référencement et de vous solliciter lorsqu'on a relancé ce type de marché. On a après des gros marchés plus importants qui vont faire l'objet de publicité, que vous pouvez retrouver sur la plateforme, de la région Sud, puisque nos appels d'offres sont également référencés là-dessus. On va relancer nos marchés d'assurance, responsabilité civile, etc. Relancer, notre marché d'assistance et de conseil en recrutement, relancer, notre marché, de gestion, des marchés. Je vois tourne, je vais essayer d'avancer. Je voulais vous dire d'autre? Heu, Au-delà de cette volonté de simplification et d'accessibilité des entreprises, tout un panel qui consiste enfin, toute une démarche qui consiste à effectuer l'insertion sociale dans nos marchés. On a, depuis toujours, été, l'un des gros, fervents de la clause d'insertion sociale dans nos marchés de travaux. Ça consiste à réserver un certain nombre d'exécutions de marchés publics d'emploi. Nos marchés de travaux quasiment sont closés et consistent à permettre à des personnes éloignées de l'emploi d'accéder, à du travail et à de la formation via nos travaux. On essaie aujourd'hui, d'ouvrir, ce dispositif à d'autres marchés, donc à nos marchés de prestations intellectuelles et de services et on essaie aussi de s'ouvrir à d'autres publics avec, des démarches qui consistent à essayer de promouvoir l'immersion professionnelle, par exemple, dans les entreprises, à des actions de découverte métier, dans ces entreprises et on va insister sur le fait que toutes les heures sociales peuvent être fléchées, non pas seulement sur, de l'embauche, pure et dure, mais, peuvent être également fléchées sur de la formation et sur des postes qui sont pas forcément pensés initialement comme, étant des postes qui, vont faire l'objet d'insertion sociale, mais par exemple des postes qui consistent à promouvoir l'égalité homme-femme, en essayant d'axer, justement sur des,
des personnels féminins qui sont aujourd'hui éloignés de l'emploi. Et enfin, on va essayer aussi de travailler sur des clauses permettant d'essayer de raccrocher des jeunes qui sont aujourd'hui en décrochage scolaire pour essayer de les intégrer dans nos marchés via des clauses liées à de la formation. Qu'est-ce que je voulais vous dire en dernier lieu? Après, je vais rendre le micro pour permettre aux questions d'être posées. Dire, sinon Magali, qui est ma collègue et connectée va m'engueuler, vous dire que le 3 décembre, permanence dans le bâtiment fronton qui est situé rue de Lyon à Marseille, toute une après-midi qui va être consacrée au marché de l'établissement, mais aussi à des points justement de formation et d'aide à la réponse au marché public. Mettez sur votre agenda si vous voulez y participer, que le 3 sera à votre service pour à la fois promouvoir les PME telles sur les marchés publics. Voilà, j'espère que j'ai réussi à dire tout ce que je voulais dire. Je rends les fous. Merci. Merci Magali. Donc il nous reste quelques minutes. S'il y a des participants qui ont des questions autour d'expérience, c'est le moment. Donc soit vous pouvez écrire dans la conversation ou soit lever la main virtuellement. Vous avez faim, c'est un sujet qui est un peu technique. Vous avez faim, mais n'hésitez pas. Ou si vous avez un retour d'expérience aussi, hein, qui soit par exemple négatif, parce que enfin moi j'ai déjà eu ce genre de témoignage et puis qui puisse servir un petit peu de cas d'école aussi pour le reste du groupe, hein. Moi, je suis très curieuse de savoir, parmi les participants, qui répond habituellement à des marchés publics, qui a essayé une fois et a été déçu, qui n'a jamais essayé. Pour que moi aussi, ça m'a de retour d'expérience et que ça puisse m'aider à comprendre comment faire mieux encore pour permettre à des petites entreprises de répondre à des marchés. Parole. Par écrit, nous avons OK. Serait-il d'avoir possible d'avoir plus d'informations sur la journée de rencontre avec les acheteurs le 3 décembre? Je vais noter. Je propose qu'on renvoie dans le mail. J'enverrai la Exactement. présentation et peut-être C'est ça. Magali, que vous me redonniez toutes les Exactement. informations qui Et mettraient comme dans ça, le mail. vous les faites suivre. On n'a pas commencé à communiquer là-dessus. Je crois que la communication va commencer à intervenir le 24 novembre. Euh, mais voilà, vous pouvez noter déjà 3 décembre, bâtiment fronton, rue de Lyon, toute l'après-midi de 14h à 17h, à la présentation des marchés publics d'Euroméditerranée, à de la commande publique en général et répondre aux questions des entreprises surtout sur ce sujet. Sur les sujets, nous, sur lesquels on a parfois eu des retours de nos adhérents, c'était sur parfois on est trop petit pour répondre à certains marchés. On aimerait répondre en collectif. Est-ce que, je sais pas, il y a des retours d'expérience là-dessus, des questions là-dessus? Ou Agnès, peut-être quelques conseils rapides sur voilà, des entreprises qui voudraient répondre collectivement? Alors, je prends le micro une minute, mais je pense que c'est intéressant de savoir s'il y en a qui ont essayé ou qui se posent des questions sur comment faire. Hem, En fait, effectivement, c'est quand on analyse un dossier qu'on repère comme étant dans le secteur, dans lequel votre entreprise, travaille, il est important de savoir si vous pouvez répondre seul, ne serait-ce qu'en termes de compétences. C'est-à-dire parfois, même si, comme l'a dit, Magali, le système de l'allotissement, de petits lots avec des choses bien précises fait que justement, il est essayé par les entités publiques de ne pas mettre 36 choses dans un même marché pour que, chaque entreprise avec sa compétence puisse y répondre. N'empêche que parfois, eh bien, c'est quand même une mixité de compétences qui est attendue et donc déjà, c'est important de vérifier si vous pouvez répondre seul ou pas sur les compétences. Régine a donné l'exemple tout à l'heure de la blanchisserie. Quand elle sans me tromper, son truc à Régine, c'est de fabriquer les tenues, c'est pas de les laver à la base. Sauf que en s'associant avec une blanchisserie, en capacité de répondre aux hôpitaux, eh ben, elle peut faire les 2. Et donc ça peut répondre à des besoins parce qu'il y a des hôpitaux qui veulent pas s'embêter à faire, d'un côté, l'achat de vêtements, de l'autre côté, le nettoyage. Donc voilà, ça c'est un premier point, je pense important. Mais, voilà, je sais pas s'il y a des remarques? Il y a Linda, de STD Pro qui dit qu'ils ont répondu plusieurs fois. Il y a plusieurs entreprises adaptées, mais qui étaient toujours trop petits. C'est ça, hein, Linda, vous étiez trop petits. Oui, c'est ça, tout à fait. Mmh.
On a répondu à plusieurs marchés, publics, donc on travaille beaucoup dans le privé et donc on essaye toujours, de répondre et on a du mal à en décrocher. L'appel d'offres est très bien rempli, tout va bien, mais trop petit. Donc ils disent qu'ils mettent de côté pour des futurs appels d'offres, donc ils penseront à nous. On va voir pour 2026 si ça se passe ou non. Vous travaillez dans quel domaine du coup? Parce que trop Alors nous, on petit, est dans la c'est relation client, dans la numérisation et consultant SAP helpdesk. d'accord. Donc du Ouais. coup, quand on vous dit trop petit, c'est en termes de moyens humains, c'est essentiellement Oui, moi, il y a humain, mais comme je vous dis, on répond avec d'autres entreprises adaptées qui peuvent être au national. Sur des marchés privés, ça fonctionne très bien. On est au national sur des marchés privés avec d'autres entreprises adaptées, notamment dans l'aéronautique, hein, pour pas citer le nom. Et ça fonctionne très, très bien sur des consultants SAP ou des assistants helpdesk. Mmh. Mais le public, on n'arrive pas à y accéder. Et vous répondez avec ces mêmes partenaires, sur les marchés publics? On essaye selon les besoins et les demandes. En tout cas, du coup, Pas parce que si forcément, ça va dépendre de la thématique du projet, en fait et pas forcément là mmh, dans cette thématique-là quoi, dans la relation client tout simplement. On avait tenté, de répondre par exemple au bel âge pour, accompagner les personnes, qui n'arrivaient pas à faire leurs, documents administratifs, on va dire et à plusieurs entreprises adaptées et donc on n'a pas été pris. d'accord. Et pourtant, pardon, excusez-moi, tout est parfait, l'appel d'offres est bien rempli, on a l'habitude d'y répondre. Ah oui, donc du coup, ce qui vous est, donné comme raison, c'est cette notion d'envergure, donc a priori, je comprends que ce serait, enfin, trop petit dans votre activité à vous. Ça veut dire, pas suffisamment de ressources humaines pour répondre aux besoins, du marché, parce que trop petit, ça veut dire ça, à mon sens. Ce que ça veut dire, c'est que quand, vous regardez les marchés, il y a normalement des informations qui sont données justement sur la taille du marché. Soit vous avez carrément parfois, selon les Ah ben configurations ça, on le regarde et si on voit qu'on peut pas, le faire, on va pas y répondre, bien évidemment. On a conscience et la notion de nombre de personnes à mettre sur ce projet-là, le temps, tout ça, bien sûr, on a tous les critères pour pouvoir y répondre, sinon on va pas y répondre, hein. Donc c'est que compliqué à avoir accès au marché public. alors, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est mais là, donc ce je ne sais pas si vous avez encore des choses en cours, c'est carrément aujourd'hui, on peut demander, le détail, sur chacun des critères de pourquoi, vous n'êtes pas retenu. C'est une obligation dans le cadre de la transparence. L'entité publique doit vous fournir, en gros, l'analyse qui a été faite, sur tous les critères de votre offre. Pour bien comprendre, parce que petit, pour moi, du coup, c'est un petit peu vague quand même, donc faut Yes. Mmh. du coup, faudrait ça moi, je vous invite à faire ça pour, bien comprendre ce qui fonctionne pas et peut-être que d'un appel d'offres à l'autre, Alors, je m'occupe pas de tous les appels d'offres, mais je pense que mon dirigeant a dû, demander et notamment on a répondu à un appel d'offres, par rapport à un une entreprise, d'énergie, on va dire, pour pas citer le nom et donc fallait même que ça soit en anglais, on a tout fait en anglais et là, la personne qui s'occupe des appels d'offres nous a appelé mon dirigeant directement pour lui dire que l'appel d'offres était très bien monté, c'était tip top. Donc c'est cet exemple-là et donc nous, on n'est pas passé sur celui-là, mais il a retenu qui on était pour répondre, une prochaine fois à un nouveau appel d'offres. Donc c'est ce qu'on a fait là. Ils nous ont envoyé, l'appel, d'offres, sur lequel ils nous proposaient. Donc normalement, on aura un retour lundi. Donc je ne peux pas vous donner aujourd'hui bon, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Le retour est lundi. écoutez, on va vous souhaiter bonne On chance. va croiser les doigts. Et en tout cas, moi, ce que j'ai retenu des échanges, bah, avec Agnès, Régine et Magali, c'est aussi qu'il faut pas hésiter, notamment avant que les marchés soient lancés, donc entre les 2, à aller échanger avec les acheteurs. Ça peut permettre, je pense, d'éclaircir certains points. Voilà, une fois que le marché est lancé, c'est plus délicat, mais avant et notamment là, si vous, ça fait plusieurs fois que vous avez ce sujet-là, ça vous permettra peut-être aussi de mieux comprendre ce qui se joue s'il y a un manque de clarté là-dessus. Je voudrais juste insister là-dessus, c'est que comme on est, enfin là, je vois qu'il y a des petites entreprises qui
pourraient justement être tentés par des marchés qui sont inférieurs. Alors le seuil aujourd'hui est à 40 000 € sur la SAF pour la mise en concurrence. Il va être, très certainement augmenté, je crois à plus de 100 000 € dans les semaines à venir. Il y a un projet de décret de simplification qui est en cours. Les mises en concurrence vont être, encore moins, présente, qu'aujourd'hui sur ces petits besoins-là. Donc c'est essentiel de se faire connaître auprès des acheteurs. C'est essentiel d'aller vers eux pour leur demander si la programmation des marchés, qui correspondent à leur secteur d'activité, même s'ils ne vont pas faire l'objet de publicité, pour être, au courant, des renouvellements et bien signaler qu'on souhaite, enfin que ces entreprises-là souhaitent être sollicitées lorsqu'il s'agira de les renouveler. Et Merci. du coup, Linda, pour ce témoignage. Merci Régine, Je vous en Magali, prie. Agnès. Je Merci à vous vous. envoie le support à tous. Vous aurez aussi le contact, notamment d'Agnès sur des sujets. Je pense, je vais pas valider avec Régine et Magali. Je pense si elles sont d'accord, vous aurez aussi leur contact. Et puis, vous faut aussi revenir vers moi. Je refais des mises en lien si besoin. Et on vous renvoie aussi les informations sur la journée du 3. Bon appétit à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au Merci. Au revoir. revoir. Bon week-end. Au revoir. Merci. Bon, merci à vous. C'est toujours ma petite réaction à la fin. Des fois, je fais ça aussi, mais bon, quand il y a beaucoup de Oui, j'étais en train de vouloir répondre, j'ai failli faire mais je me suis dit: «Non, je vais pas Bon, faire le cœur». bon, ça va? C'était bien? Oui, après, les gens n'ont pas trop posé de questions, donc je sais pas si c'est parce qu'ils osent pas parler aussi des difficultés qu'ils ont. C'était peut-être une première approche. Ouais, c'est bien en plus, c'est didactique et on apprend et puis après, Oui. on l'a pas eu, dès la première fois non plus, hein. Je veux dire, au début, j'ai un peu galéré aussi. Régine, tu es d'accord qu'on partage ton contact, Ouais, aussi? pas de De toute façon, je pense que tu crois que tu l'avais mis dans la slide, mais comme ça, je renvoie s'il y en a qui ont des questions, après bon, tu verras si Pas de soucis. Avec Agnès. En tout cas, avec merci, à vous 2. merci beaucoup. Je À pense bien à toi Agnès, hein, ouais. je pense à toi. Je sais ce que je dois faire. Allez, au revoir, bye.